Salvete omnes, aujourd'hui nous allons voir que la philologie peut parfois donner un petit coup de main dans le cadre de la recherche au sujet des sports historiques, notamment quand l'on tombe sur un petit problème d'établissement du texte. D'abord, l'établissement du texte, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la version d'un texte qu'un éditeur va choisir comme étant celle la plus probable, celle qui fait le plus sens, en se rapprochant au maximum de ce que l'auteur a pu écrire initialement. C'est assez compliqué à établir, tout simplement parce qu'il faut parfois faire le bon choix entre différentes leçons, c'est-à-dire deux façons, voire trois façons de lire un même mot ou un même passage dans un même manuscrit, ou bien on peut avoir des variantes, c'est-à-dire que l'on n'a pas exactement la même chose pour un mot, voire pour un passage entier, dans l'un ou l'autre manuscrit, voire dans des familles de manuscrits différentes. Le travail de l'éditeur sera donc de proposer une version fixe du texte, à partir de laquelle on pourra éventuellement proposer une traduction, mais ce qui va le plus nous intéresser, une interprétation. J'ai eu l'honneur de relire, avant sa publication, l'ouvrage Athlète, écrit par Brice Lopez et Sonia Poisson-Lopez. C'est un ouvrage particulièrement complet à propos de l'athlétisme antique et du sport dans l'Antiquité gréco-romaine en général. Dans un passage, l'ouvrage s'intéresse plus particulièrement au sport de balle et il m'a été donné l'occasion de réfléchir à un problème d'établissement du texte à propos d'une épigramme de Martial. Il faut expliquer quelque chose également, c'est que les textes qui nous parviennent, que vous pouvez consulter de façon imprimée, dactylographiée dans les livres modernes, eh bien, ce n'est pas du tout comme cela qui nous sont parvenus. Ce sont des manuscrits qui datent pour les plus anciens du Moyen-Âge, parfois de façon exceptionnelle. On retrouve des papyri, généralement des fragments d'œuvres qui peuvent venir confirmer ou modifier l'établissement du texte, mais pour certains passages seulement. L'étude précise des textes dans leur établissement montre que parfois il faut être prudent. Travailler sur des traductions, ça peut être suffisant pour une première approche ou lorsque l'on veut faire une étude systémique, comparative, qui ne rentre pas forcément dans le détail des textes, mais dès que l'on veut fournir un travail de qualité et surtout un travail abouti, il faut à tout prix revenir aux textes d'origine, dans leur langue d'origine et surtout prêter une claire attention à la paracritique. La paracritique, c'est tout simplement l'ensemble des leçons, voire des variantes que l'on peut trouver dans les manuscrits et c'est généralement ce qui apparaît en bas des textes en langue originale des éditions critiques. Le cas dont nous allons parler se situe au livre 7 des épigrammes de Martial et concerne plus précisément le poème numéro 32. Dans cet épigramme, Martial se moque d'un certain Atticus. Il faut prendre en compte le fait que Atticus est très certainement un pseudonyme qui désigne un contemporain de Martial, qui sera aisément identifié par les lecteurs de l'époque, mais qui, pour nous, reste un inconnu. Atticus, contrairement aux jeunes hommes de son âge qui s'agitent en tous sens dans la palestre, se livrent à la lutte, courent après une balle, eh bien Atticus semble préférer le calme des jardins afin de se livrer à des réflexions philosophiques. Le passage qui pose problème se situe au vers 9 de ce petit poème. Le passage qui va nous intéresser concerne le kéroma. Qu'est-ce que c'est que le kéroma? C'est tout simplement un mélange de cire, d'huile et très certainement d'autres ingrédients dont on n'a pas forcément la composition, qui permettait aux athlètes, une fois qu'ils en étaient enduits, non seulement de se protéger du soleil et éviter les brûlures, mais aussi, une fois roulés dans la poussière de la palestre,
d'offrir une prise beaucoup moins glissante lors des entraînements à la lutte. Par métonymie, kéroma a pu désigner l'espace spécifique où on s'entraînait à la lutte. On a par exemple une occurrence chez Plutarque, dans les Moralia. En effet, Plutarque affirme qu'un jeune homme qui doit s'engager en politique doit affronter la réalité du terrain, de même qu'un jeune athlète doit cesser à un moment de se contenter des entraînements dans la palestre et dans l'espace dédié à la lutte, et c'est désigné par le mot kéroma, et affronter d'autres concurrents lors des Jeux olympiques et delphiques. Voilà, il y a une comparaison et c'est à ce moment-là que le mot apparaît comme désignant clairement l'espace de lutte. Tout d'abord, nous avons deux leçons qui sont en concurrence, c'est-à-dire de lectures différentes d'un même mot dans un même manuscrit. C'est-à-dire que l'éditeur, à un moment, a eu un doute sur le mot, et donc soit il a proposé deux lectures, soit deux éditeurs différents n'ont pas lu le même mot dans le même manuscrit. Et ensuite, j'ai également une variante, c'est-à-dire que nous n'avons clairement pas le même mot dans une autre famille de manuscrits. Petite parenthèse, préférer une leçon ou même une variante au prétexte qu'elle est plus fréquemment attestée dans les manuscrits n'est certainement pas une bonne méthode. Ce n'est pas parce que on le trouve le plus souvent que c'est forcément la meilleure version que l'on pourrait proposer du texte. En effet, un copiste peut être dans différents états d'esprit. Il y a les copistes qui font confiance au texte qu'ils sont en train de recopier et se gardent bien de le modifier. Il y a les copistes qui se trompent, tout simplement, ils font une coquille parce que l'erreur est humaine. Une erreur se fait à un moment de la transmission du texte et ensuite elle est perpétuée par des copistes consciencieux qui, même s'ils peuvent trouver le texte bizarre, continuent de le recopier tel quel. Il y a aussi les copistes, il faut le dire, qui ne connaissent pas la langue qu'ils sont en train de recopier. Oui, il faut concevoir qu'il y ait pu avoir des copistes qui en fait ne maîtrisaient pas le latin. Soit ils font confiance au texte, soit ils commettent une coquille et ils ne sont pas capables de s'en rendre compte. Autre chose aussi, par conséquent, il faut aller regarder chacune des leçons pour ce qu'elle est et chacune des variantes pour ce qu'elle est, essayer de voir si cela fait sens, si la syntaxe est respectée, si la grammaire est respectée et, puisque nous sommes dans un poème, si la métrique est respectée. C'est-à-dire que si par exemple une leçon ou une variante ne respecte pas la métrique, alors dans ce cas, on peut l'éliminer d'office. Mais pour le coup, je pense que l'on peut faire confiance aux éditeurs qui connaissent leur sujet. Si une variante ou une leçon ne devait pas respecter la métrique, elle aurait été rejetée tout de suite et elle n'apparaîtrait dans aucune des éditions modernes du texte, c'est à peu près sûr. L'argument d'ancienneté n'est pas forcément le bon, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que un manuscrit est plus ancien que les autres qu'il est forcément le moins fautif. Inversement, ce n'est pas parce qu'un manuscrit est le plus récent qu'il sera le plus fautif. Il y a donc 3 cas qu'il va falloir que j'explore. Une variante, mais ensuite 2 leçons. Je vais commencer par la variante, tout simplement parce que d'une part, elle n'est retenue par, du moins à ma connaissance, aucun des éditeurs que j'ai pu consulter, tout simplement parce qu'elle n'est pas cohérente. Et aussi parce que les 2 leçons qui vont suivre sont des candidates beaucoup plus sérieuses. Dans les 3 cas, la métrique est respectée, donc je ne peux pas faire valoir cet argument pour choisir l'une des 3 solutions. Nous allons donc explorer le cas de la variante. Donc le mot se situe entre nec et kéromate et nous avons in lecto. In lecto, il faut comprendre ilecto qui vient du participe
ilectus et qui peut signifier deux choses. La première, on ne voit vraiment pas la cohérence avec l'ensemble et surtout on ne voit pas le rapport avec le kéroma. Cela veut dire qu'il n'a pas été lu. Bon, il s'agit d'un onguent, voire d'une pommade, donc aucun rapport avec l'ensemble du poème. C'est à écarter de suite. Ensuite, quelque chose d'un peu plus raisonnable, cela peut venir du verbe ilikio, qui est un mot assez rare, que l'on trouve chez Cicéron. Cela veut dire « je séduis », je charme. On a trouvé aussi d'autres occurrences qui peuvent signifier, mais dans ce cas-là, le verbe est transitif, c'est-à-dire qu'il faut forcément un complément, même s'il est au participe. Or là, dans le passage de Martial, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait servir de complément. Et ça voudrait dire « j'engage à ». Et enfin, quoi qu'il arrive, l'usage au passif a l'air d'être assez rare. Donc, d'un point de vue grammatical et aussi d'un point de vue du sens, cette piste est à écarter et d'ailleurs, les éditeurs modernes la mentionnent dans certains apparats critiques, mais ne l'intègrent pas du tout à leurs éditions. Ensuite, il y a deux leçons qui se font concurrence. On peut choisir soit ignecto, soit in lento. Je vais d'abord parler de ignecto. En effet, ignectus, ça vient du verbe inicio qui veut dire jeter sur. Ce mot est très courant, il n'y a strictement aucune ambiguïté sur son sens. Vous ouvrez le gaffio, vous avez toute une page d'occurrence de ce mot. C'est un verbe courant. Donc, si nous gardons cette leçon, ignecto kéromate, cela voudrait dire que le kéroma aurait été projeté, jeté sur les athlètes, peut-être dans le sens où il aurait été assez liquide pour être jeté ainsi sur les athlètes. Ça me paraît un petit peu bizarre, tout simplement parce que le verbe dans ces occurrences ne semble pas désigner de liquide. Ce n'est pas le mot que l'on emploierait. Ce n'est pas complètement loufoque. Toutefois, pour que de la cire soit bien liquide, il faut qu'elle soit chauffée et cela augmenterait le risque de brûlure. Je ne pense donc pas que le kéroma ait été complètement liquide. Il devait être effectivement suffisamment fluide pour pouvoir être enduit sur le corps, mais il ne devait sans doute pas être complètement liquide, de même qu'une boisson. En effet, laisser le kéroma ramollir au soleil devait être suffisant pour pouvoir se l'étaler sur la peau. Regardons maintenant l'autre leçon, in lento. Littéralement, in lento kéromate, cela voudrait dire dans le lent kéroma. Qu'est-ce que c'est que ça? On pourrait donc comprendre que la viscosité du kéroma fait qu'il va couler lentement. En effet, il faudrait comprendre que l'expression « le kéroma qui coule lentement » ait été rassemblée et le kéroma qui coule lentement va devenir le kéroma lent. D'un point de vue du commentaire, ce mot vient, on pourrait le dire, en antithèse de l'ensemble de l'épigramme où cela s'agite beaucoup, presque de façon vaine et ridicule, dans la palestre, ainsi que dans les espaces où on pratiquait le sport. Des jeunes gens jouent à divers jeux de balles, ils s'exercent au poteau, ils s'adonnent à la lutte, et de plus, ce kéroma formerait sur eux une espèce de gang poisseuse qui les recouvrirait d'une façon un petit peu ridicule. Et d'ailleurs, le mot est assez difficile à traduire. C'est pour ça que
je proposerai poisseux parce qu'on garde peut-être, et c'est mon interprétation personnelle, un aspect un petit peu ironique. En effet, les exercices du corps étaient particulièrement en vogue auprès de la jeunesse de la nobilitas, et donc Martial, qui a toujours un ton ironique, voire dégradant dans ses épigrammes, pourrait là se moquer en quelque sorte de cette pratique en dégradant l'aspect du kéroma. Ainsi, j'ai décidé de choisir la troisième leçon, selon le principe philologique de la lectio difficilior non potior, c'est-à-dire que c'est la leçon la plus difficile qui semble être la meilleure. Attention, cela ne suffit pas en soi, ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas une leçon que c'est forcément la bonne. Je l'ai choisie parce que, pour moi, elle fait sens avec l'aspect gluant et poisseux du kéroma, et elle correspond bien au ton ironique de Martial. De même, dans la majorité des éditions que j'ai pu consulter, c'est cette leçon qui a été retenue. J'estime donc que si une majorité d'éditeurs, en plus de tous les arguments que j'ai pu faire valoir, ont également choisi cette leçon, c'est qu'il y a de très fortes chances que ce soit la bonne. Et c'est toute la difficulté de ces auteurs qui sont capables de manier la langue avec beaucoup de subtilité, qui glissent des références que seuls leurs contemporains peuvent saisir. Et il faut accepter que si le lecteur contemporain pouvait avoir le plaisir de la connivence, eh bien le lecteur moderne puisse manquer en quelque sorte ce plaisir du texte. Mais ce n'est pas grave, il faut accepter que parfois le sens puisse nous échapper. On ne peut pas tout comprendre, ce n'est pas grave, mais parfois, eh bien, il faut accepter d'être prudent, d'émettre une réserve, mais cela n'empêche pas que l'on peut employer des arguments philologiques pour essayer de tendre vers une interprétation raisonnable et raisonnée.